Encore et toujours, qu'est-ce que Oda nous balance dans ce chapitre? Entre Moria, qui est peut-être un Kozuki du pays de Wa, entre le face-à-face entre Roger et Rox, et la naissance de Shanks et de son jumeau Shamrock, on est vraiment en train de toucher aux secrets les plus enfouis de One Piece. Les amis, on va analyser ce chapitre, mais avant tout, j'espère que vous allez vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Alors oui, à la base, c'était censé être une chaîne faceless, je devais pas montrer mon visage, mais en fait j'ai trop la flemme de faire du montage. On commence tout de suite avec Moria. Cette page de couverture, elle nous a tous bluffés et tous surpris. En fait, on découvre que la tombe qu'on a vue dans le chapitre précédent, c'est celle de Moria Kozuki. Alors, je parle pas japonais, mais j'ai vu que des youtubeurs ont déjà fait le parallèle entre le nom Gecko, qui veut dire clair de lune, et Kozuki, qui veut dire lumière ou clair de lune aussi. En gros, Oda est en train de nous dire qu'on aurait pu le deviner depuis des années, mais qu'on n'a jamais fait le lien, alors que ce mec-là est déjà parti sur Wano, s'est déjà tapé avec Kaido, et a déjà récupéré le cadavre de Ryuma et son sabre, le héros des samouraïs. Oda, c'est juste le mec qui explose toutes les théories et qui laisse personne prendre de l'avance sur lui. Et je vous dis ça alors que c'est que la page de couverture. Dans ce chapitre, on retrouve l'équipage des Rox au complet dans le bar de Shaki. Et, très bizarrement, on découvre un Rox pensif, amoureux, très bizarre comme comportement. Visiblement, la seule qui a compris ce qui lui arrivait, c'est Big Mom. Et elle nous explique que si un homme se comporte comme ça, c'est certainement à cause d'une femme. Et, vu le degré de pensivité de leur capitaine, elle se dit qu'il a sûrement eu un enfant. Évidemment, ça surprend tout le monde dans son équipage, nous un petit peu moins, tout simplement parce que les dates correspondent exactement à l'âge de Teach. Donc à ce moment-là de l'histoire, Rox a déjà rencontré Marshall dit quelque chose et a déjà eu Marshall dit Teach, futur Barbe Noire. Donc c'est la confirmation que Rox est bien le père de Barbe Noire. Même si c'était écrit noir sur blanc à son introduction, on a toujours un doute avec Oda. On a une petite blague de Shaki qui fait quand même la réflexion que ce n'est pas elle qui rend Rox heureux et le met dans cet état. Ça la rend un petit peu triste, mais on sait très bien que ce n'est pas sur lui qu'elle a jeté son dévolu. Entre-temps, du côté de Barbe Blanche, on a Stussy qui en profite, encore une fois, pour essayer de l'amadouer et essayer d'en faire le père de ses enfants. Évidemment, Barbe Blanche n'est pas du tout intéressée, même si je trouve ça étonnant parce que le mec, son rêve ultime, c'est d'avoir une famille. Mais on sait très bien avec One Piece que la famille, c'est pas forcément celle du sang, c'est celle qu'on se crée avec le temps, avec les amitiés et ainsi de suite. Dans ce même bar, complètement improbable, on a l'équipage de Roger qui débarque. Mais petit retour en arrière, on a un petit flashback sur le Road Jackson où Roger fait la tête. Tout son équipage le remarque, mais personne comprend vraiment pourquoi. Certains se disent que c'est certainement parce que Shaki a arrêté la piraterie et qu'il ne va plus la rencontrer sur les mers. Nous, on a l'explication du comportement de Roger et on sait qu'il a vu Rayleigh en tête-à-tête et ce dernier, donc le second de l'équipage, a reçu un petit papier de Shaki qui lui dit « Viens me chercher ». Cette fois-ci, c'est sûr, Shaki est folle de Rayleigh. En même temps, c'est un peu le GOAT, on va pas se mentir. Lui n'est pas du tout intéressé et il est tellement loyal à son capitaine qui lui a montré ce papier. Évidemment, Roger ne lâche pas l'affaire, même s'il est triste, son seul et unique objectif à ce moment-là de sa vie, c'est pas de trouver quelque chose qui s'apparenterait au One Piece, ou de devenir le roi des pirates, ou d'être le plus fort du monde. Il veut juste Shaki le gars. Et du coup, il débarque dans le bar de Shaki. Vous savez, au chapitre précédent, on a vu qu'il y avait une queue interminable de, je crois, 1 an ou 2 ans. Et l'équipage de Roger a défoncé tout le monde. Ils ont juste littéralement effacé la file d'attente par la force et ils sont rentrés dans le bar. Évidemment, quelqu'un de l'équipage des Rox a posé la question et Roger fait l'innocent. Tout de suite, des étincelles entre les deux capitaines, Rox et Roger, front contre front, qui ne peuvent visiblement pas se voir. On est tout de suite arrêté par Shaki qui leur rappelle que la règle, c'est dans ce bar, on ne se bat pas. Les gars, je vous explique quand même que c'est une meuf posée, tranquille, au calme dans son bar, qui dit aux deux mecs les plus puissants de leur génération, vous vous battez pas chez moi, sinon je vous fais la misère. Par contre, il faut pas oublier une chose, les combats sont interdits dans le bar et visiblement même sur l'île, parce que Shaki l'a imposé, mais par contre, sur la mer, c'est une autre histoire. On comprend très vite que dès que l'équipage de Roger va revoir l'équipage de Rox en bateau, ça va être la guerre totale. Et je vous dis ça parce qu'on sait que quand l'équipage de Roger a débarqué sur God Valley dans un précédent chapitre, Roger a dit 1 an d'attente, c'était très long.
Moi je vous le dis, on va très bientôt voir la défaite de l'équipage de Roger face à l'équipage d'Erox sur les mers. À mon avis, ça va être la défaite la plus cuisante de Roger et il va jamais s'en remettre jusqu'à ce qu'il se batte de nouveau contre Rox sur God Valley. Par contre, je suis pas sûr que ce soit vraiment lui qui l'ait battu, ou alors peut-être pas tout seul. Si je vous dis ça, c'est parce qu'après ce petit incident, on retrouve immédiatement Rox et Harald sur Elbaf. Les deux sont en train de se battre jusqu'à la mort, mais malheureusement, il ne peut pas y avoir de vainqueur. Les deux sont de force égale, ce sont certainement, et je le dis et je le répète, les deux personnages les plus puissants à ce moment-là dans le monde de One Piece. Et le seul qui peut tenir tête à Rox, c'est Harald. Harald a complètement perdu ses moyens et est complètement manipulé par le gouvernement. On a d'un côté Rox qui prône la liberté totale et l'émancipation du gouvernement mondial, et de l'autre côté, Harald qui se laisse complètement embrigader par leur propagande et qui veut absolument rallier son pays au gouvernement mondial. Plus ça avance et plus je me dis que le gars ne sait même pas pourquoi il veut faire ça. Il est juste obstiné par cette idée parce qu'à la base il voulait faire plaisir à la mère d'Ajroudine, mais il sait plus vraiment pourquoi il tient ce projet. Rox, lui, a une vision très claire de ce qui se passe dans le monde et il sait très bien que les méchants, ce sont pas les pirates. Pourtant, Harald, depuis le début, lui répète, malgré l'insistance de Rox pour qu'il rejoigne son équipage, qu'il ne peut pas, pour le bien de son pays, parce que c'est le roi, se rallier à un mec qui a une si mauvaise réputation. Dans le monde de One Piece, on le sait, la réputation, elle est faite par le gouvernement et par les journaux. Bizarrement, ça rappelle beaucoup ce qui se passe dans le monde, les médias ont une influence très forte dans le monde de One Piece, et même Harald, qui est censé avoir l'esprit clair, se laisse avoir. Ce mec, si puissant, si important, avec du sang de géant antique qui pourrait littéralement gouverner le monde grâce aux géants de son île, se laisse avoir par le gouvernement maléfique. Rox, lui, de son côté, n'est pas si maléfique que ça. Depuis le début, qu'on le voit dans ce flashback, on comprend qu'il a de bonnes intentions. Ok, il fait des dingueries, ok, il fait du mal, mais jusqu'à maintenant, dans son palmarès, on ne sait pas s'il a attaqué des civils. Peut-être qu'il s'en est pris qu'au gouvernement et qu'à la marine. Et si lui, de son point de vue, la marine et le gouvernement, c'est les méchants, on peut que être d'accord avec lui. On le sait très bien, de notre point de vue de lecteur, c'est plus simple. C'est beaucoup plus nuancé quand on est dans la réalité. Rox, lui, n'a qu'un seul objectif, ramener son ami à la raison et l'avoir dans son équipage. Il sait qu'ils pourront faire de grandes choses ensemble et c'est son objectif depuis le début. Je vous rappelle que le gars a quand même savaté Kaido, ce mec indestructible, parce qu'il avait dit une petite blague sur Harald. Il lui a dit « tu parles pas comme ça de mon pote ». Et pourtant, cette amitié prend fin à la fin de ce combat. Je vous l'ai dit, c'est un match nul, il n'y a pas de gagnant, ils sont de force égale. Ils ont dû arrêter le combat, et ça a littéralement mis fin à leur amitié, qui était en réalité unilatérale. Il n'y a que Rox qui tenait réellement à Harald. Harald, lui, n'a qu'un objectif, faire le bien pour son pays, rejoindre le gouvernement mondial. C'est fou comme on arrive à avoir de l'empathie pour Rox alors qu'il nous a été décrit à la base comme un fou furieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que la psychologie de ce personnage est beaucoup plus intéressante que la plupart des autres. Il est très nuancé, il a des objectifs plutôt flous, on a l'impression qu'il en fait qu'à sa tête et qu'il est très égocentrique, et pourtant, je pense qu'il a une mission beaucoup plus profonde qui ne nous a pas encore été dévoilée. Peut-être que ce mec a un passé qui est douloureux, peut-être que le gouvernement lui en a fait baver, et c'est pour ça qu'il est allé jusqu'à chercher Im-sama sur Marie-Joise. D'ailleurs, parlons-en, la suite de ce chapitre nous emmène sur Marie-Joise. Et c'est là qu'on retrouve Saint-Garline Figarland, qui visiblement a passé un petit, long et beau moment sur l'île de God Valley, et est revenu pour convaincre les 5 doyens et leur grand chef d'aller faire la chasse à l'homme triannuel sur cette île. Les arguments qu'il avance, c'est que cette île dispose de ressources naturelles qui vont servir au gouvernement, mais qu'il y a une chose en particulier qui peut intéresser sa grandeur. Évidemment, on comprend tout de suite que sa grandeur fait référence à Im-sama, ça veut dire qu'à ce moment-là, Garling connaît déjà son existence. Il fait partie du rare lot de personnages qui connaît l'existence d'Im-sama, et je pense que ça a une importance capitale. Ça veut dire que ce mec-là est bien plus vicieux qu'il en a l'air. Qui sait si son objectif n'est pas aussi de prendre sa place. On le voit, il a absolument aucun scrupule à prendre la place de Saturne au sein des 5 doyens, qui nous dit qu'il ne veut pas aller plus loin. On se retrouve alors sur God Valley, où on découvre de dos une femme rousse qui vient d'avoir 2 enfants. Les habitants de l'île sont très heureux pour elle et la félicitent, et ils disent visiblement que c'est une très bonne personne et que les enfants ont hérité
de sa couleur de cheveux. La dernière page nous laisse évidemment avec un sourire et sans voix parce qu'on découvre les deux bébés, Shamrock et Shanks. Point très important, Shanks porte déjà ce nom. Ce qui signifie que l'équipage de Roger, après l'avoir trouvé, a eu cette information. Ils n'ont évidemment pas pu inventer le même nom que leur mère leur avait donné. Et évidemment, Shanks bébé ne pouvait pas se rappeler de son nom. Ça me laisse penser à une chose. Est-ce que cette femme aux cheveux roux, qui est la mère de Shanks et de Shamrock, n'a pas été sauvée par Goldie Roger, qui l'a plus tard retrouvée et en a fait sa femme et a eu avec elle Portegas dit Ace. Si c'est ça les amis, ça veut premièrement dire que Shanks et Ace sont des demi-frères. Ça veut aussi dire que Shanks partage à la fois le sang d'Eddie et le sang d'Etenryubito. Ça ferait de lui le personnage le plus complexe de cette histoire. Le pont entre les deux mondes est peut-être la clé pour déverrouiller tous les problèmes de cette société. Aussi, ça expliquerait les mots que Roger a eus quand Shanks pleurait sur le bateau à la fin de l'équipage de Roger. Peut-être que Roger lui aurait avoué que sa mère n'était pas morte, qu'il l'avait sauvée et qu'il allait très bientôt la retrouver. Shanks, pris par les émotions, pleure dans les bras de son capitaine parce qu'il découvre que sa mère est vivante. Malheureusement, elle ne vivra pas très longtemps parce que, si c'est bien le cas, elle meurt tout de suite après avoir accouché de Ace. Ace et Shanks, demi-frères. Ace et Shamrock, demi-frères. C'est vraiment une dinguerie, mais ça expliquerait beaucoup de choses. À partir de là, toutes les théories sont possibles. Par contre, une certitude, Figarland, Garling est bien le père de Shanks et de Shamrock. Pourquoi est-ce que celui-ci veut organiser la chasse à l'homme triannuelle sur cette île alors qu'il vient d'avoir des enfants? Peut-être qu'il ne le sait tout simplement pas. Il a très certainement profité de cette femme qui est une femme du peuple, puis s'en est en allé et a décidé de faire la guerre à ce peuple sans savoir que ses propres enfants étaient sur place. Évidemment, étant donné que Shamrock est devenu un chevalier divin et vit sur Marie-Joase, Garling l'a certainement récupéré pendant la chasse. Il aurait retrouvé la femme avec qui il a partagé du temps pendant l'année passée sur God Valley avant de retourner à Marie-Joase et avant de revenir pour la chasse à l'homme. Et il aurait découvert l'un de ses enfants, pas le deuxième. Peut-être que celle-ci, par peur, en aurait caché un, n'aurait pas eu le temps de cacher le deuxième. Elle lui aurait donc donné et malheureusement celui-ci aurait été éduqué par cet homme. Quant à l'autre, elle l'a évidemment caché dans un coffre qui lui a été retrouvé par des pirates et c'est peut-être le souhait de la mère qu'il soit retrouvé par des pirates qui, aux yeux du monde, sont les méchants mais finalement ne le sont pas et elle l'aurait compris et il aurait fini sur l'équipage de Roger. Voilà tout pour ce chapitre. Il paraît que les spoils du prochain chapitre sont dingues mais je vais pas me laisser avoir, je vais pas aller lire ça. S'il vous plaît, abonnez-vous, commentez, partagez. J'espère que cette chaîne vous plaît et que le contenu futur va vraiment vous hyper. On se retrouve pour le prochain chapitre. Ciao!